Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast numéro 24. Et oui, en ce mardi 7 juin, nous nous retrouvons pour le 24e podcast de l'histoire de WWE Fan France. Et je sens que celui-là fera vraiment partie des meilleurs, puisque il y a un excellent débat, un très bon top 5. Il y a des bonnes news qui sont tombées, je pense qu'on va vraiment passer une très bonne soirée ensemble ce soir. Et quoi de mieux pour cette soirée que de la passer avec notre pro des statistiques, Melvin. Salut Melvin. Salut à tous, salut Axel et salut à beaucoup de gens, bienvenue dans ce petit épisode numéro 24 avec les statistiques pour la fin de la soirée. Oh, petit teasing. Ensuite, Il l'a préparé avec sur nous, papier. et bah comme vous venez de l'entendre, il y aura avec nous l'homme aux chroniques exceptionnelles, bien sûr Louis. Salut Louis. Oh, quel surnom, merci Axel. En tout cas, salut à tous. Et d'ailleurs, comment allez-vous? Bah très bien, et toi? Bah ça va. Eh bien parfait. Et enfin avec nous, attention ça ne rigole plus, nous avons le directeur du Weekly Wrestling Rewind qui est là ce soir. Salut Tom. Salutations à tous. Toi le directeur, genre. Ça va? Ça va, ça va. Oh ça a l'air, dis donc. Quel Oh enthousiasme. non, ça va super. Ça va super, hein. Attention, je suis hyper. Ça se sent sympa. Tant mieux. Moi je vous propose, on attaque tout de suite avec les news. C'est parti. Alors nous avons 4 news pour cette semaine. La première va concerner Hideo Itami qui, on le rappelle, s'était blessé à l'épaule et il serait apte à revenir après 13 mois d'absence. Donc il est quand même resté plus d'un an sur la touche. Qu'est-ce que vous pensez de cette news? Est-ce que vous pensez qu'Hideo Itami va vraiment revenir très prochainement? Ok, alors moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose que bah déjà qu'il ait mis un message sur Twitter, on est prévenu, même si j'aime bien quand les retours se font à l'improviste, mais je pense qu'il va revenir après le takeover, je le vois pas revenir avant. Voilà, je sais pas, ils veulent déjà s'il viendrait avant le takeover, c'est-à-dire qu'il aurait une rivalité dedans, c'est presque sûr. Et je vois pas comment lui caler une rivalité, à moins d'un moyen, je sais pas. Mais je ne vois pas Hideo Itami revenir avant TakeOver. Je le vois vraiment soit juste après, soit quelques semaines après encore. Ouais, pareil. Il va sûrement revenir. Peut-être à des covers demain, pourquoi pas. Mais après, je pense, comme toi, Louis reviendra sûrement beaucoup plus tard. Ce sera bien avec tous les possibles. Enfin, comment expliquer? La prochaine arrivée des gars d'NXT avec le brand split, il faudra du monde pour NXT. Donc, je pense qu'Edo Itami devrait revenir très prochainement, dans les prochaines semaines, oui. Dans tous les cas, je pense avec l'histoire du Brand Split, il restera quand même à NXT parce qu'il a eu le temps de rien faire finalement là-dedans. Après, je pense quand même qu'il devrait pas tarder à faire son retour. Je pense pas qu'il ait teasé comme ça sur Twitter pour rien. Après, est-ce que c'est un teasing, mais pour plus tard ou pour prochainement? Donc, je sais pas trop, mais ouais, plus tôt il reviendra, mieux ce sera cool. Bon, en tout cas, on est d'accord pour dire qu'il reviendra très très prochainement dans le roster d'NXT, mais en tout cas pas dans le roster principal pour le moment. Mm. Je pense qu'on a tout dit sur cette news. Bah, il n'y a pas grand chose à dire au final, puisque bon, c'est assez explicite, hein, on s'attend à un retour prochainement. Maintenant, on va parler du prochain pay-per-view de la NXT, Takeover The End, comme il a été renommé. Et justement, bah, ça a fait le buzz un petit peu sur internet, ce fameux nom de la fin. Et Triple H en a rajouté une couche en tweetant notamment où est-ce que nous serons après. Donc voilà, c'est un tweet très mystérieux qui vient s'ajouter à ce nom de pay-per-view. Et bah, la toile s'est enflammée. Peut-être la fin de NXT. NXT c'est peut-être terminé. Place à la Brand Extension, place à Raw et SmackDown. Toutes les stars de NXT arriveraient dans le roster principal. Bien sûr, ce n'est qu'une grosse rumeur lancée par les fans sur internet. Qui sont basés justement sur ce nom de pay-per-view et sur ce tweet de Triple H. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que vraiment la NXT peut s'arrêter définitivement? Louis? Alors, je dirais que Tom? non. Je prends la main. Je Vas-y. dirais que non, car il faut savoir que le site du Barclays Center, donc qui host SummerSlam cette année, on peut aussi réserver des places pour Takeover Brooklyn. Donc ça veut dire que Takeover, ce n'est pas fini.
Je te coupe rapidement, mais elle n'avait pas été retirée de la vente ces derniers jours? Elle a été remise. D'accord, ils l'ont enlevée pour les remettre, c'est quand même étrange. Très étrange. De toute façon, à la WWE, tout est étrange alors. Hmm. Les autres. Non, moi honnêtement, je pense pas qu'ils vont l'enlever. Tout dépend comment ça va se passer avec la brand extension. C'est-à-dire que si la brand extension est vraiment très bien faite, que Raw et SmackDown sont vraiment très bons et que que NXT reste tout petit, je pense que NXT pourrait un jour partir. Ce qui est dommage. Mais après, c'est sûr que si le catch n'est pas présent, comme dit beaucoup à Raw et SmackDown, si c'est bien fait, je pense qu'NXT aurait vraiment moyen qu'il parte. Après, si SmackDown Hero reste, je pense que NXT restera parce que ça reste un show où le catch est très bon. Mais après, tout ce qui se passe derrière la WWE avec Triple H, Vince, comment il s'appelle l'autre là, le booker le plus chiant là. Bon, enfin bref, voilà. Et en tout cas, faut vraiment voir, mais tout dépend de ce qui va se passer au futur. Il n'y a aucune chance, de mon humble avis, il n'y a aucune chance que NXT s'arrête. Parce que déjà, ça fait quoi? Ça fait seulement 4 ans qu'ils sont en véritable académie de la WWE. Et dans tous les cas, justement, les gens ont psychoté juste parce que ça s'appelle The End, alors que c'est justement pas un pay-per-view à thème, comme l'ont été le Revolve, comme l'ont été. Je sais même pas les noms des pay-per-view d'NXT, tellement ils ont des noms. Ah, aussi, il y a eu Révolution, qui est très joli, un très joli nom, j'aime beaucoup ce nom. Mais ils ont tous un petit peu un nom par rapport au sujet, et là, ça sonnait très clairement. Enfin, VN par rapport au main event entre Finn Balor et Samoa Joe pour la troisième fois qu'ils s'affrontent un takeover. Bah là, ça va vraiment être la fin de cette rivalité. Et puis ça va être aussi la fin un peu, ça va avec le thème de la WWE, la fin d'une nouvelle ère, parce que la brand extension, ça va également faire partir beaucoup de stars de la NXT sur le main roster. Et que je pense, bah oui, que c'est la fin d'une ère aussi pour NXT, qui aura fini avec ses Finn Balor, avec toutes ces nombreuses stars, et qui va juste avoir un renouveau avec de nouvelles superstars montantes, de nouveaux talents, plein de nouvelles choses. Dans tous les cas, il y a énormément de stars d'NXT encore actuelles qui vont rester encore NXT après le 19 juillet. Donc dans tous les cas, vraiment dans tous les cas, je pense que NXT ça ne mourra pas, ça ne mourra pas maintenant. Au contraire, c'est juste la fin d'une époque, la fin des débuts de la NXT pour arriver à une vraie NXT qui sera vraiment l'endroit de développement de la WWE purement et sûrement. D'accord. Bah, je vous rejoins, hein, donc je ne vois pas non plus la fin d'NXT. Je pense que voilà, c'est pas un mot dans un an de pay-per-view qui doit tout simplement signifier la fin d'une brand comme la NXT. Ça peut être tout simplement la fin d'une rivalité, pourquoi pas? Pourquoi s'enflammer Ouais, mais c'est comme le Takeover Revolt qui était par rapport à justement Kevin Owens, Sami Zayn. hmm. Ouais, ils ont tous un petit peu un thème. Après, je pense aussi que Triple H, quand il a vu le truc qu'il y avait derrière, je pense que c'est surtout un troll de Triple H. Oui, il s'est amusé, ouais. Ouais, il en a profité un petit peu histoire de faire un petit peu le buzz et que ça parle. Surtout que ces derniers temps, il profite beaucoup, il publie beaucoup le fait qu'on parle beaucoup de la WWE dans la presse américaine et tout ça. Hmm. Notamment Yahoo. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine news. Et maintenant, c'est Bray Wyatt qui lui aussi s'est un petit peu amusé sur les réseaux sociaux en postant une photo assez mystérieuse avec une silhouette que l'on voit dans la forêt. Et donc, encore une fois, la toile s'est enflammée. Et ça pourrait être les débuts de Sister Abigail qui pourrait faire ses débuts dans le roster principal aux côtés de la Wyatt Family. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette news? Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous pensez de ces tweets mystérieux? Qui pourrait être cette femme dont nous parle Bray Wyatt depuis très très longtemps? Bray Wyatt, ça fait déjà un moment qu'il est blessé. Mhm. Euh, Et sur Twitter, pour ceux qui suivent un peu son compte Twitter, c'est vrai qu'il poste assez souvent des photos. Notamment récemment, il avait posté une photo de la famille, mais non, sans Strowman, sans Braun Strowman, mais avec Daniel Bryan, chose que je trouvais assez marrante. Et ce qui est marrant avec un personnage comme Bray Wyatt, c'est qu'il a toujours des photos où tu peux te poser 10 000 questions, tu peux te faire 10 000 rumeurs avec. Et c'est vrai que là, c'était très étrange que ça parle de Sister Abigail, parce que du coup, la photo, c'est une jeune femme perdue dans la forêt. Et ça avait l'air super intéressant. Et
Et ça pourrait être intriguant de voir la Sister Abigail, mais je pense clairement que c'est un personnage qui ne doit pas voir le jour, qui doit en aucun cas, un peu comme l'identité du Joker, hein, pour venir un peu dans la culture comics. Mais Sister Abigail, je pense pas qu'on la verra. Après, c'est possible. Ou alors, ça sera un personnage tout simplement caché. Je pense pour ceux qui connaissent les films d'horreur, à The Grudge. Mais il y a 10 000 possibilités. Mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de voir si Sister Abigail montrait le bout de sa tête, le bout de son nez. Louis? Alors moi, honnêtement, je vais pas me dire que je suis à fond dedans pour y croire, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de voir une femme un peu dark. Ouais, peut-être que The Grudge serait pas le meilleur exemple, Melvin, parce que là on aurait des raisons de s'inquiéter. Mais je sais pas, s'attendre à à une femme un peu mystérieuse, un peu comme Bray Wyatt, quoi. Et c'est vrai que honnêtement, j'ai vraiment envie d'y croire. Ça peut vraiment être sympa, vraiment original de mettre une femme entre ces quatre bûcherons. Ouais, ça serait vraiment sympa. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'y croire en tout cas. Et si un jour ça voit le jour, en quelque sorte, eh ben, je serai un grand fan. Personnellement, je suis plutôt de l'avis de Melvin. Je pense pas que ce personnage doit être créé. Je préfère que ce reste encore juste une. Comment dire? Je cherche le mot. Excusez-moi. Un personnage fictif, non? Ouais, voilà, un personnage fictif. Soit juste nommé quoi, par Bray Hmm. Wyatt et pas. Qu'il y ait Mystique. toujours le mystère à propos. Ouais, sa mystique, on a toujours le mystère à propos de Sister Abigail. Ah, je suis d'accord. Moi, je vous rejoins aussi. Je pense que ça casserait vraiment le mythe de ce personnage. Et justement, je pense que Mais, ça peut être intéressant justement de pas connaître l'identité de cette dame. mais qui vous dit que c'est Sister Abigail? Ah, qui vous dit que c'est un peu la dame honnêtement, enfin, je sais pas, mais la dame, la silhouette, à part ça, c'est juste une photo. Donc honnêtement, ça peut vraiment faire l'arrivée. Et une femme dark à la WWE, on a même jamais connu ça vraiment. Et ça serait vraiment un nouveau, une originalité en plus. Et surtout avec Bray Wyatt, ça peut vraiment faire un truc énorme. Après, tout dépend comment est fait la fille, tout dépend comment elle est créée. Faut vraiment faire attention à ça aussi. Est-ce que vous vous Bah, rappelez des rumeurs qui annonçaient pendant un temps que justement cette femme serait Eva Marie? Il y avait eu Oh ces là rumeurs. là. c'est bien ce que dit The Grudge. Vous imaginez une femme aux cheveux rouges entre les Wyatt? Ah, Oh là là. C'est tellement ce serait plus crédible. que la barbe. Mais, ouais, après, moi, je pense que c'est Sister Abigail parce que c'est la seule personne, c'est le seul nom féminin que Bray Wyatt, dont Bray Wyatt ait parlé depuis le début de sa carrière. Euh, et ça me paraîtrait le plus cohérent. Et puis, ça paraît beaucoup par rapport à Sister Abigail, par rapport à tout ce qu'on connaît, toutes les promos par Et sur elle. au final, peut-être que ça va faire chier qu'on découvre son identité, mais au final, Bray Wyatt, ça va faire combien de temps? 3 ans? Ouais, 3 ans qu'il est là. Et au final, on connaît pas vraiment tout sur lui. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment peut-être une des gimmicks les mieux réussies depuis ces dernières années. Parce que justement, même si ça fait 3 ans qu'il est là, on ne sait pas énormément de choses de ce catcheur. On ne sait pas grand-chose. Et d'ailleurs, connerie, très bien. Ma prochaine chronique se basera sur lui. Enfin, honnêtement, on ne sait presque rien sur lui. Et c'est ça qui est bien. Donc, le fait de voir une fille, ça peut vraiment dire aussi on verra juste sa tête de face, mais son identité, on n'en saura point aussi. Ouais, mais c'est là que je vais revenir sur le point de vue du comics et du Joker. C'est que à partir du moment où tu donnes une identité à un personnage qui a toujours été connu comme fictif, t'as plus de chances de faire des déçus qu'autre chose. C'est juste un point de vue psychologique, mais aussi parce que des fois ça plaît pas, comme le général manager de Raw, anonyme. Parce que c'est comme ça où ça devait être un certain personnage, puis au final, plus ça creuse, plus on continue, bah, plus après, il faut trouver la personne et que c'est compliqué, quoi. Le, Et pro- quand tu décides de l'utiliser, bah, après, des fois, ça peut faire des déçus. le problème, c'est que Sister Abigail, on n'en a jamais parlé presque, hein. C'est une simple prise de finition, mais il en a jamais parlé tout le Il en temps. a énormément parlé, notamment ses débuts en main roster, il en a beaucoup parlé. À ses débuts, mais depuis, on en a plus du tout entendu parler.
C'est vrai que ça faisait un moment. C'est peut-être justement pour ça qu'il se remet un petit peu avec Sister Abigail. Mais après, ça m'étonnerait qu'il y ait un personnage. Peut-être qu'il va juste reparler de Sister Abigail ou qu'il va avoir comme une présence finalement. Oui, c'est vrai qu'il parle souvent d'une présence qui lui tend la main. Mm. Ce n'est pas forcément physique. Voilà. Plein de dark ce soir. On va maintenant passer à la dernière news qui est très récente. C'est Bobby Roode qui a tweeté sur son compte Twitter dernièrement. Oui, qui a tweeté sur son compte Twitter. Oui, c'est vrai qu'on tweet rarement sur Facebook. Merci. Qui a tweeté donc soon avec 3 points de suspension. Donc bientôt. Voilà, qu'est-ce que cela veut dire d'après vous? Une arrivée à la WWE? Sûrement. Ou est-ce que c'est tout Bien simplement un sûr. troll? Voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'il y Moi, ait je dis, derrière ce il mot? arrive à Euh, Takeover et Austin Harris gagne à Takeover avec l'aide de Bobby Roode. Voilà. Oh! C'est une, C'est pas c'est une- c'est impossible, une hein. jolie C'est pas impossible. Fingers prémonition. Ouais, crossed. c'est une très jolie prémonition. Mais ouais, avec l'arrivée de NXT, je pense que ouais, c'est un message à toutes les rumeurs de Bobby Rhodes qui rentre à NXT, donc c'est fort probable. Après son arrivée, je ne sais pas, mais c'est fort probable qu'il arrive à NXT. Ça se trouve, il va aider Shinsuke Nakamura. Oh là là. Ou Nia Jax. Oh là 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 là. Il y a des bonnes Ou Finn idées hein, Balor. chez les chroniqueurs. C'est fou. Donc rien d'autre sur cette news? Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, il y a un Ouais. mot, quoi. Comment? Il y a un mot. Ouais, c'est ça. Donc bientôt, donc peut-être au prochain takeover. Voilà, donc c'est la fin de cette rubrique sur les news. Nous allons maintenant passer au débat. Et pour ce débat, nous allons nous intéresser aux meilleures années à la WWE. Le thème de ce débat est tout simplement: est-ce que les 5 années précédentes 2010 sont-elles meilleures que les 5 dernières années à la WWE? C'est parti. Alors vous avez compris, le débat est très simple. Est-ce que selon vous, les chroniqueurs, les 5 années précédentes 2010, donc de 2005 à 2010, sont-elles meilleures que les années de 2010 à 2015? Qui veut commencer? Je veux bien. Vas-y, Après, on à moins que t'écoute. quelqu'un veut passer avant moi. Bon alors, tout d'abord, moi, déjà, je vais dire directement mon avis. Purée, décidément, je bafouille aujourd'hui. Oui, je pense que les 5 années avant 2010 étaient largement meilleures que les années actuelles. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il y avait vraiment beaucoup plus de. Bah, c'est sûr que c'est mon petit côté nostalgique, mais il y avait énormément de plus de matchs hardcore, de matchs tout type du genre. C'était vraiment l'époque où c'était la bonne époque, quoi. Et aussi, je dis ça parce que notamment, c'était aussi l'époque où j'ai commencé à regarder le catch. Et bah, comme tout bon souvenir, on a toujours préféré nos débuts, même à l'actualité. Et moi, honnêtement, oui, c'est vraiment les 5 années qui m'ont vraiment marqué. C'est sûr que bah, les rivalités qu'il y a eu, voilà, bon, on pourra en citer quelques, hein. Je peux citer CM Punk, Jeff Hardy en 2009, peut-être plus vieux, ou on pourrait citer en 2008 Shawn Michaels, Jericho, enfin, toutes les choses du genre. Vraiment, c'était vraiment des choses qui nous ont marqué, enfin, qui m'a marqué surtout. Et voilà, les matchs hardcore et tout ça, c'est ce que je retiens le plus. Et c'est vrai que ces 5 dernières années, on a un peu oublié tout ça. On a aussi enlevé la brand extension et c'est ce qui m'a fortement déçu aussi parce qu'il n'y avait plus vraiment de raison du coup pour moi. Il y avait vraiment plus énormément de raisons de regarder SmackDown et j'étais vraiment déçu parce que SmackDown était mon show préféré et bah je suis content qu'ils le remettent à jour et à voir. Il a calmé tout le monde. Ah, personnellement, dans le fond, je suis plutôt d'accord pour le fait qu'il y avait quand même beaucoup moins de matchs à stipulation. Personnellement, la chose que je vais retenir beaucoup, c'est le fait que maintenant beaucoup de stipulations se ressemblent. Je veux dire, est-ce que tu connais la Mm. différence entre un street fight, un no holds barred et un no disqualification match? Le nom. Ben, il n'y en a plus, non, il y en a plus, quoi. Il n'y a plus rien. Après, pour ce qui est des storylines, je trouve que quand même ces dernières années, on a quand même eu des storylines, des bonnes storylines. Même si c'est vrai qu'avant, on a quand même des storylines de fou. Mais après, c'est notre effet nostalgique. On aime toujours ce qu'il y a eu avant. Et on a du mal avec ce qu'il y a actuellement. Pour ce qui est de la bande extension, c'est vrai que malheureusement, en fait,
Disons que SmackDown, ces dernières années, a servi comme SmackDown de ses débuts, c'est-à-dire un complément de Raw. Et maintenant, avec la Brand Extension qui va revenir, on va pouvoir revoir un SmackDown un peu mieux utilisé de ce côté-là. Mais après, est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant? Oui et non. Parce que oui, c'était bien, parce que, encore une fois, on se souvient des choses, on fait, ah, c'était tellement bien avant, tu te rappelles à l'époque où lui il luttait, tu te rappelles à l'époque où lui il luttait. Qui sait, peut-être que dans 10 ans, on dira la même chose de maintenant, en fait. Ah, mais c'est clair, c'est possible, c'est fort probable. Le problème, c'est que là, on se met dans la peau de quelqu'un qui regarde actuellement. Peut-être que dans 5 ans, on pourra redire, bah oui, peut-être on pourra en reparler de ça. On pourra dire, ah, tu te rappelles, Roman Reigns, en fait, en fait, c'était le meilleur. Et il méritait Ouais, vraiment toutes les ceintures. ouais, il Il innovait a eu vraiment toutes les toutes ses ceintures. prises. C'est Et ça. je pense et aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais franchement, honnêtement, la rivalité Brock Lesnar-Undertaker, c'était la meilleure. De toute façon, Brock Lesnar, c'était le meilleur match de l'année 2016. C'est Il ça. a eu le Contre Dean Semi Ambrose. Awards. Ouais, WrestleMania 32 face à Dean Ambrose. Meilleur match ever. On pourra dire ça dans 10 ans. ouais. Tout On comme dirait aussi que Thibaut a adoré WrestleMania. Hmm. Mm. Tout comme le match entre Brock Lesnar et Goldberg à WrestleMania 20, on l'a encore dans notre esprit aujourd'hui. Oui, Tu mais sais que pas du pour coup, les je bonnes me le suis raisons. rematé. Mais pas Je pour me le les suis bonnes raisons. regardé. Ce match-là, bordel. En plus, avec, Ah, avec l'annonce de Goldberg, là, j'ai peur. mais Hmm. ouais, mais justement, suite à l'annonce, du coup, j'ai regardé moi ce fameux combat. Et c'est vrai que j'étais très surpris de comment que ça s'est passé. Hmm. Parce que c'était clairement, finalement, bah, c'est 12 ans plus tard, t'as la même hype, t'as toute la même hype derrière pour un match qui était encore finalement plus chiant. Bah, en fait, c'était pas vraiment un bon. Enfin, comment dire, le. J'ai cherché encore une fois mon mot, faut vraiment que. Mais ils ont cherché à jouer de la tension, mais beaucoup. Beaucoup de tension. Et pourtant, ça faisait vraiment une belle tête d'affiche, hein. Ils ont vraiment merdé, hein. Mais le contexte, c'est le contexte aussi. C'est Brock Lesnar, il y allait, il en avait rien à foutre, c'est son dernier match à ce moment-là. Il pensait que c'était la fin pour ça. Oui, c'est vrai. Hmm. Il avait rien à foutre. Et Goldberg, c'était pareil, ils finissaient le même soir, ils en avaient tous les deux rien à tamper, hein. Allez, on va faire un match, on fait comme on veut, et le match qui prend trois plombes, et le match qui pue. Voilà, c'était parce que les deux gars avaient strictement rien à foutre, surtout Brock Lesnar d'ailleurs. Mais est-ce que ça change... Du coup, excusez-moi, on part un petit peu hors sujet, mais est-ce que vraiment... est-ce que ça va changer s'ils font un affrontement maintenant pour SummerSlam, quoi? Parce que je pense qu'ils en auront Bah, toujours autant rien à foutre. moi, je trouve que l'intérêt n'est pas le même. Contrairement à Thibaut, par exemple, parce qu'ils en ont parlé dans le débat qui est sorti la semaine dernière. Mais je trouve que vraiment le contexte n'est pas le même, ils peuvent construire ça vraiment différemment. Brock Lesnar n'a pas la même crédibilité qu'à l'époque, bien qu'il était crédible également à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même l'homme le plus crédible à la fédération. Bon, si on parle pas trop de WrestleMania 32. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent vraiment construire quelque chose de bon et ça peut vraiment être un affrontement de titans si le match évidemment est meilleur qu'à WrestleMania 20 et je pense qu'ils peuvent vraiment le faire. Ah bah, ce sera pas très compliqué de faire mieux que pour WrestleMania 20, hein. Non, je suis d'accord. Mais on est d'accord pour dire qu'il y a quand même du potentiel. C'est quand même Ouais, voilà, un bon clash de titans, quoi. c'est ça. C'est deux monstres. Et puis ouais, le contexte est différent. En 2004, c'est parce que Goldberg a fait perdre le titre à Lesnar et pas content, blablabla. Et après, on les ont foutu Austin au milieu en pensant que ça allait être intéressant. Hmm. Là, ça va être autre chose. Mais Bon, on bref. s'écarte un peu. Ouais, on a beaucoup dévié. Donc revenons à ce débat. Melvin. Moi, c'est très particulier parce que j'ai connu la WWE dans les années 2008-2009. Du coup, j'ai pas une énorme connaissance, surtout des années 2006, 2007 et 2005, qui sont des périodes que je connais très très peu. Je sais qu'il y a eu des Bobby Lashley, des jeux, tout ça, mais je la connais très peu. J'ai surtout connu l'Attitude Era, donc c'est c'est fin années 90 et tout début 2000. Après, j'ai énormément regardé les SmackDown, j'avais les DVD. Mais et c'était vraiment cool. Mais après, j'aurais vraiment du mal à me faire vraiment un avis par rapport au. Est-ce que les 5 dernières années avant 2010 c'était mieux que ces 5 dernières années actuelles? Je saurais pas vraiment dire. J'aurais pas vraiment un avis très percutant. Mais honnêtement, je suis pas si peu fier de ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Et comparé aux périodes 2005 et tout, par rapport à ce que je connais un petit peu des rivalités, bah, je trouve quand même qu'on a fait bien du bon boulot et qu'on a eu des rivalités absolument impressionnantes, notamment les rivalités avec Punk Cena, il y a eu plein de rivalités vraiment intéressantes avec la découverte aussi de gros superstars. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis même avec la hype récemment qu'on a eu avec NXT et tout, enfin avec des gars comme Kevin Owens, les arrivées, c'est des gars comme Cesaro aussi, enfin.
on a tellement, en fait, on est arrivé à une période où on arrive quand même plus à du catch impressionnant, où c'est juste finalement la transition, début 2010, hein, que c'est vraiment juste 2010, 2011, 2012 qui a été difficile, et ça, c'est revenu encore, clairement. Enfin, 2011 a été une bonne année aussi, quoi. À part le WrestleMania foireux et un Capital Punishment, ça a été ici une bonne année, hein. Ouais. J'en retiens pas de grandes choses en 2011, pour être Attends, honnête. le règne de Mark Henry quand même. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. Best c'était, ever. mais c'est- mais En c'était pas vrai, mauvais, c'était bien, en je vrai, il trouve, Non, hein. était pas mauvais, son la règne. rivalité était pas mauvaise. Puis les matchs avec Big Show, c'était des matchs de Big Ben. Bon, fallait aimer les matchs de Big Mm. Ben, mais si t'aimais bien les matchs de Big Ben, Oui, ils ont minimum. même cassé le ring. Ouais, à Vengeance, ouais. Vengeance. Voilà. D'ailleurs, C'était le surprenant. Magia. Del Rio qui s'est fait avec le ring défoncé. Ouais, ouais. Ah, il était très. Ça, tu vois, c'était un des meilleurs trucs, c'est de voir un combat de Last Man Standing avec un ring déjà brisé. Ça, c'est une très Ouais. bonne idée. Mm. Ça Mais ils mérite que l'ont ça soit fait. la meilleure année. Tu en Voilà. rêvais. La WWE l'a fait. Bon, alors moi, je vais prendre la parole rapidement. Je pense que je vais pas me faire des amis, notamment auprès de Tamio, mais je pense qu'il est vraiment difficile d'être objectif sur cette question. Parce que Parce que tout simplement, j'ai envie de dire, un ancien fan, un fan qui a vécu le catch justement à partir des années 2005, 2006, 2007, 2008, va tout simplement vous dire que oui, les 5 années avant 2010 étaient meilleures. Mais un fan qui est un fan nouveau qui vient d'arriver d'ici 2012-2013, lui, va vous dire que les années après 2010 ont été meilleures. Tout simplement parce que c'est la première époque qu'on a connue. Et évidemment, c'est là où on a le maximum de souvenirs, c'est ça qui nous a fait aimer le catch. Donc évidemment, on va toujours préférer cette période par rapport à une autre. Pour ceux qui ont préféré les années avant 2010, ils vont vous sortir l'argument du ouais, c'était plus violent, c'était moins PG. Et puis il y Ce qui avait est les vrai. top stars au sommet, il y avait Orton, il y avait Mysterio, il y avait Jeff Hardy. Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes superstars, donc évidemment, c'est beaucoup moins bien. Voilà, je dis pas que je soutiens ces arguments, mais c'est les arguments qui reviennent assez massivement à chaque fois. Et au contraire, aujourd'hui, c'est les nouveaux qui débarquent, donc ils sont pas connus. Donc quelqu'un qui a décroché du catch entre temps, il se remet au catch, il se dit oh putain, il y a plus Orton, ou alors il est pas mis en avant, il y a plus Mysterio, il y a plus Jeff Hardy. Oh là là, c'est vraiment de la merde. Il y a même plus Undertaker toutes les semaines. Maintenant, on se tape Seth Rollins, Kevin Owens, c'est qui eux? On les connaît pas. Donc voilà, il y a aussi ces C'est facteurs là ça. qui font que bah voilà, on a du mal à accrocher parce qu'on ne connaît pas les superstars. Mais c'est vraiment une période de transition parce que justement toutes les nouvelles superstars vont arriver. Il y a du Rollins, il y a du Owens comme je viens de le citer. Et il faut le temps que toutes ces superstars se fassent un nom. Mais croyez-moi que dans plusieurs années, quand ils seront vraiment au sommet, parce que j'y crois vraiment, ce sont vraiment le futur de la fédération, on parlera comme ces superstars, comme des références, comme l'était Shawn Michaels, comme l'était Jeff Hardy, comme l'était Mysterio il y a 10 ans. Et voilà, je pense que c'est vraiment une période de transition. C'est pas vraiment comparable parce que ce ne sont pas les mêmes superstars. Ils n'ont pas la même carrière que ceux qu'on a vécu entre les années 2005 et 2010. Donc c'est vraiment très très difficile pour moi d'être objectif sur cette question et de pouvoir comparer ces deux époques. Bah ouais, c'est ça, c'est la nostalgie tout simplement. C'est ça. C'est là Ouais, où tu fais mais ah ouais, t'as super bien résumé le truc quoi. C'est ça, Mhm. c'est je avant c'était ouais, avant on acclamait les Triple H, les John Cena, les Randy Orton, les Jeff Hardy, les Mysterio, les Edge, les mm. Hmm. il y a tellement de noms à citer et là maintenant t'es là, tu La vois, tu majorité fais une sont partis. pause. non, mais La majorité sont partis ou sont partis en retraite, anticipés ou non. Euh, Et là, t'es là, tu fais, ok, maintenant il y a Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose. T'as encore quelques vieux briscards comme Cena ou Jericho qui sont encore là, qui tournent un peu autour. Mais sinon, c'est là, t'as Rusev, Kevin Owens, Sami Zayn, tous les gars d'NXT. Donc ouais, c'est vrai, c'est vers cette transition. Et tu l'as dit, dans quelques années, on dira, ah ben c'est eux qui sont... Et ce sera un Voilà. cycle, tout C'est simplement. une Et dans nouvelle ère tout 5 ans, simplement. c'est ça, Faut c'est que la roue une new tourne. era. Mais puis, c'est simplement la découverte, de découvrir quelque chose. On s'est tous s'émerveiller, pour tous ceux qui ont commencé en 2009, de voir Jeff Hardy sauter depuis le haut d'une cage, faire son Whisper at the Moon. Maintenant, pour certains, pour ceux qui découvrent le catch tout récemment, bah, c'est peut-être de voir Dean Ambrose sauter de la cage, avec Sam Rolls, ou peut-être d'autres. Hmm. Ou même Shane avec le Hell in a Cell. Et il y a également C'est des, vrai. des fans qui vont vous dire j'ai préféré l'époque à 2010 à 2015 parce que tout simplement ils n'ont même pas connu et ne se sont pas renseignés sur les années précédentes. Donc il y a aussi ça. Et moi le premier, hein, moi je vais vous répondre en répondant à cette question, même si pour moi il n'est pas possible d'être objectif, personnellement et subjectivement j'ai préféré les années de 2005 à 2010 parce que c'est les années où j'ai commencé à regarder et c'est là que j'ai le plus accroché. Et clairement j'ai pas été un grand foufou des années 2010 à 2015, bien que selon moi l'année 2015 est vraiment le début d'une nouvelle ère parce que pour moi c'est la première année que j'ai vraiment adoré justement depuis cette époque où j'ai commencé à être fan. Et j'ai vraiment énormément apprécié 2015 comparé aux années précédentes. Voilà.
C'est un peu comme moi avec l'année 2000 à 2005. Voilà, c'est ça. Comme Ouais. quoi, il faut toujours 10 ans pour s'en remettre. 5 ans, pardon. On calcul. Et après, tu oses nous dire que tu travailles dans les statistiques. J'ai pas dit que je travaillais dans les statistiques. J'ai dit que je Ouais, faisais des bah en gros, statistiques. Mais c'est pareil, parce que C'est- tu travailles au final. Mm. Mais j'ai pas dit que mes statistiques étaient bonnes. Ouais, mais tu les as travaillées quand même. Bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps. Voilà. Avez-vous quelque chose à ajouter à ce débat? Je dis que ton speech était très beau, Axel. Oh, Ouais. merci. J'ai une Moi, petite j'affirme larmichette qui aussi. coule là. Ouais. Là, on a On est beaucoup, tous beaucoup. nostalgiques. Ouais. Bah Hmm. écoutez, on va rester nostalgique, hein. Je pense qu'on peut faire une magnifique transition puisque nous allons passer maintenant au top 5 de nos Oh. meilleures années à la WWE. Donc on a un petit peu toutes les époques, hein. Donc on a Tom qui est un fan un petit peu plus hardcore, qui est un petit peu plus âgé que nous. Et puis on a des fans un petit peu plus récents comme Melvin, Louis et moi. Et donc bah, on Salut! va découvrir notre top 5. C'est parti. Alors c'est Louis qui va commencer en nous donnant son top 5 de son année préférée à la WWE. Donc quelle année as-tu mis à la cinquième place? Alors, à la cinquième place, j'ai mis l'année 2008 parce qu'elle est juste vraiment bonne, avec des bonnes rivalités. Et voilà. Alors pour ma part, j'ai aussi mis l'année 2008 en numéro 5 parce que ouais, tu l'as dit, on a des grosses rivalités, on a eu Jericho, Shawn Michaels, Edge Undertaker, même du début de l'année, on a eu Orton, Jeff Hardy, on a eu énormément de rivalités. C'était génial, des très bons matchs, un très très bon Mania cette année-là, d'ailleurs Mania 24. Des très bons main events de pay-per-view comme celui de SummerSlam 2008, le Taker Edge en Hell in a Cell, ou celui de No Mercy entre Jericho Michaels en ladder match. Donc c'est pour ça que je mets l'année 2008 en numéro 5. Alors, moi, en numéro 5, c'est l'année 2011. Parce que The Miz, il était champion du monde. Putain. C'est une blague ou Non, mais. c'est réel? Ah non, non, c'est sérieux. Mais en vrai, j'ai beaucoup de mal parce que je connais pas d'années par cœur en soi. Je connais pas des années entières de la WWE. En soi, je vais garder vraiment. Au moins, je vais garder la cinquième pour The Miz. Gros bisous à lui. Si tu m'entends, frérot. Rayla approuverait ce message. Exactement. Alors moi, à la cinquième place, j'ai mis l'année 2007. Alors, c'est pas une année qui est non plus folle. Il y a vraiment beaucoup de pay-per-view oubliés. C'est vrai que c'est pas une année parfaite, mais il y a quelque chose. Enfin, il y a quelques rivalités quand même qui m'ont marqué. C'est tout d'abord la rivalité Taker-Batista qui je pense est la rivalité de l'année 2007. Voilà, ça a commencé à WrestleMania 23. Ensuite, on a Batista qui n'arrivait pas à battre le Taker. Il a eu une nouvelle revanche à Cyber Sunday 2007. On a eu le Hell in a Cell match à Survivor Series 2007. Et, le Survivor Series match, le Hell in a Cell match à Survivor Series plutôt. Et enfin, on a un merveilleux triple threat match à Armageddon entre le Taker, Edge et Batista. Vraiment, c'est une rivalité que j'ai beaucoup appréciée. C'était mes débuts en tant que fan, enfin, c'était mes débuts entre guillemets. Ça faisait déjà un moment que je regardais, mais voilà, c'était mes premières années. J'ai vraiment aimé. Sans oublier WrestleMania 23, que moi j'ai trouvé que c'était un très très bon pay-per-view. Alors, mon top 4, j'ai choisi l'année 2004 parce que j'ai trouvé vraiment que c'était clairement peut-être une de mes années préférées. Avec un Royal Rumble que j'ai vraiment adoré, avec les Dudley Boys et tout. Voilà, c'était juste magnifique. Et voilà, il y avait vraiment des années vraiment magnifiques. Enfin, des années, pardon, des pay-per-view vraiment magnifiques. C'est pour ça que je l'ai mis à la quatrième place. Alors moi en numéro 4, si je me souviens bien évidemment, j'ai mis l'année 2006. Alors la 2006 pour énormément de raisons. WrestleMania 22 déjà, avec ce magnifique Edge contre Mick Foley en hardcore match. Le retour de l'ICW, le retour de DX et la rivalité avec les McMahon qui est juste tordante de rire. C'est toutes les semaines, je regardais Raw à l'époque, je me disais qu'est-ce qu'ils vont encore inventer ces deux-là? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en 2006? La rivalité entre Edge et John Cena aussi, où il y avait ce segment où Edge était carrément entré dans le demi-family Cena pour carrément aller gifler le père de Cena à la télévision. C'était juste génial. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On avait beaucoup de choses aussi. Le règne de Mysterio qui nous a montré qu'on pouvait y arriver, que les rêves étaient, on pouvait réaliser ses rêves, qui était génial. La victoire du Rumble ou même la victoire à Mania qui était juste magnifique. Donc voilà pourquoi j'ai mis l'année 2006 en numéro 4.
Moi, du coup, en numéro 4 j'ai mis l'année 2008. Donc, pour toutes les raisons que vous avez dit pour le numéro 5, donc toute la rivalité, un Shawn Michaels qui était exceptionnel, je trouve, qui a des rivalités incroyables avec Chris Jericho, avec Ric Flair, avec toute la clique. Même les rivalités, Jeff Hardy qui a été mon coup de cœur, hein. C'était l'année où j'ai commencé, où j'ai découvert mes tout premiers coups de cœur, notamment pour Chris Jericho, Jeff Hardy et The Miz d'ailleurs. Et c'était la belle époque. Et ben moi dans mon top 4, j'ai mis l'année 2015, donc vraiment l'année dernière, parce que pour moi c'est vraiment la meilleure année de l'ère moderne de ces 5 dernières années, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le débat. On a tout d'abord la révélation de l'année, on a Rollins qui vraiment nous a impressionné cette année en devenant champion du monde. Un très bon règne malheureusement qui s'est mal terminé en fin d'année, mais vraiment c'est vraiment une révélation et pour moi c'est clairement le futur de cette fédération. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi l'année qui va marquer le début d'une nouvelle ère et le début justement des futurs top stars qui vont remplacer les Rey Mysterio, les Orton, bon, John Cena, je sais pas si on peut encore l'inclure, mais vraiment les top stars qu'il y avait il y a 10 ans. Et voilà, sans oublier Kevin Owens, John Cena, la rivalité. Il y a eu vraiment beaucoup de très bonnes rivalités durant cette année. C'est vrai que quand tu dis comme ça, franchement, je trouve que vraiment t'as raison. D'accord, merci Louis. C'est une petite mise à part, non, mais c'est vrai que 2015, bon, je dirais pas que c'est mon année préférée, mais honnêtement, je suis. Bah, Hmm. comment tu le prends, je suis pas au final. Bah, je suis d'accord. Parce que Parce que tu t'étais c'était. pas assez optimiste sur 2015 toi au départ. Tu pensais que c'était une année ouais Hmm, bof. non, c'était pas une année que je prenais avec vraiment de sérieux, comme moi je la prenais comme 2014, 2013 ou 2012, voilà. Et c'est vrai que dit comme ça que c'est une nouvelle ère, parce que c'est vrai qu'il y a eu Rollins, qu'il y a eu un règne, il y a eu Kevin Owens qui a fait ses débuts. C'est vrai que honnêtement, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas, bah c'est pas à prendre à la légère, quoi. Dans mon top 3, j'ai choisi l'année 2009 parce que clairement, c'est la rivalité qui m'a le plus marqué qui était Orton Triple H, où là, justement, tous les héros, je voulais aller voir qu'est-ce qui va se passer. Et aussi Jeff Hardy, Matt Hardy, où là aussi, j'étais vraiment curieux de savoir ce qui va se passer. CM Punk contre Jeff Hardy aussi, qui était peut-être la rivalité de 2009, vraiment que j'ai adoré. Et genre, je prends en citer tellement des rivalités. Et voilà, mais en tout cas, c'est une année que j'ai adoré. Alors moi en numéro 3 j'ai mis l'année 2005. Alors pour deux grosses raisons principalement. La première c'est parce que bah, comme l'année 2015 en fait, l'année 2005 c'est une année qui a révélé énormément de superstars qui vont, par les années qui vont venir, percer l'écran. Orton, Cena, enfin Orton déjà pour sa rivalité avec l'Undertaker, Cena, et enfin son premier championnat mondial et son règne qui va suivre, Batista, Edge qui va devenir Mr. Money in the Bank, des matchs très très bons, très très bonnes rivalités, la rivalité entre Triple H et Batista qui se conclut sur un Hell in a Cell assez violent, la rivalité entre Edge et Matt Hardy aussi qui se base carrément sur des faits réels, quelque chose qu'on n'aurait pas pensé voir à la WWE à ce moment-là. Tout ça pour ces rivalités et aussi parce que c'est la première année où j'ai commencé à regarder les choses sur Internet, donc en entier et sans décalage. Et c'est vraiment le jour et la nuit, c'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à regarder les pay-per-view en direct aussi. Euh, c'est euh, c'est vraiment une année intéressante et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3. En numéro 3 j'ai mis une année assez récente, c'est 2012. Assez particulièrement parce que du coup, c'est vers 2012 que c'est un top 5 pur subjectif pour moi. Parce que 2012, c'est une période où j'avais repris le catch. Et du coup, j'ai redécouvert un petit peu qu'il y avait pas mal de catcheurs, des nouvelles têtes et tout qui arrivaient et tout. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir avec notamment les rivalités avec Punk et tout, la fin de Punk et tout. Et j'étais vraiment resté vraiment sous le charme de cette année, que je trouvais vraiment intéressante. Même, il y avait des rivalités qui n'étaient pas piquées des hannetons, mais c'était toujours plaisant et c'était du très bon divertissement, je trouve, comme année. Alors moi pour mon top 3 j'ai le même que Louis, ce sera l'année 2009. Alors pour les mêmes raisons qu'il a cité Louis, donc je vais pas revenir sur tout, mais principalement la rivalité Punk-Jeff Hardy, évidemment le départ de Jeff Hardy qui à l'époque a bouleversé de nombreux fans, moi y compris. La rivalité Orton-Triple H, une rivalité très personnelle, très intense, vraiment une rivalité où toutes les semaines on était à fond dedans. Et bah, pour cette road to WrestleMania 2009, c'était vraiment magnifique de suivre ça toutes les semaines. Ensuite, il y a également l'argument WrestleMania 25. Voilà, un très très bon WrestleMania.
sans oublier la rivalité Taker-Shawn Michaels et le match à WrestleMania, qui pour moi en tant que fan est vraiment le meilleur match purement technique que j'ai vu de ma jeune carrière de fan de catch, si je peux dire ça comme ça. Vraiment 35 minutes de pur bonheur à regarder ce match. Et c'est également le début des pay-per-view à thème. Donc quand je dis ça, je pense à Hell in a Cell, je pense à Breaking Point. Et ce sont vraiment ces genres de pay-per-view m'ont beaucoup plu à l'époque. On avait 3 Hell in a Cell matchs dans la soirée, qui étaient d'ailleurs des bons Hell in a Cell matchs pour cette première édition. Tout comme les autres pay-per-view à thème. Voilà, donc pour moi, une bonne année 2009. Pour mon top 2, j'ai choisi l'année 2006. Donc, comme Tom disait, des pay-per-view vraiment, enfin, pas tous, mais il y a eu vraiment des pay-per-view vraiment bons. John Cena Edge, qui reste peut-être la rivalité que j'ai préférée dans de ma carrière de fan. Et aussi, bah, justement, Triple H, enfin, la DX contre Shane et son père, où là, honnêtement, ils nous ont sorti vraiment des très bons matchs, surtout celui-ci d'Unforgiven, qui était juste magnifique. Et j'en passe, mais vraiment. Et puis aussi, bah, ce Edge Folly qui était aussi juste magnifique. Bon, en tout cas, c'était vraiment une très bonne année. Alors, c'est parti pour le moment Père Castor. Mon deuxième année préférée, moi, c'est l'année 2003. Alors, pour un nom, c'est Evolution, parce que personnellement, en 2003, je surkiffais Evolution. C'est bête de dire ça, mais c'est juste pour eux, en fait, que j'adore l'année 2003. Bon, il n'y a pas que pour eux aussi, il y a eu aussi Brock Lesnar, 2003, SmackDown, juste énorme, ça avait Taker Tangle qui était génial. On avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi en 2003 qui était bien? Jericho, et sa tag team avec Christian, la Chris Connection qui était, ça, qui était plutôt funny aussi. C'est une époque quand même où la division par équipe était assez blindée. Il y avait beaucoup d'équipes. Le mid-card aussi était très bon. Il y avait, franchement, pour cette année-là, il y avait rien à dire. Mais surtout évolution. C'est pour ça, pour moi, 2003 est ma deuxième année préférée. Et ben moi, en deuxième année, j'ai mis. C'est la plus vieille. C'est l'année 2000. C'est une année qui me tient un petit peu à cœur parce que j'avais beaucoup aimé ce passage à l'année 2000. Parce que c'était les débuts des Hardy Boys. C'était le début des bons vieux, des bons vieux Edge et Christian aussi. Il y avait les départs. Il y avait le début aussi de Chris Jericho. Chris Jericho qui avait commencé en 1999 et qui me fascinait complètement. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai jamais connu cette époque, malheureusement, mais j'aime beaucoup me remater encore et encore les matchs de ces tag teams de ces jeunes tag teams. En fait, c'était le début de Superstar que forcément on aime, qu'on a aimé et qu'on aime encore depuis 2008-2009. Et j'aime tellement beaucoup leur début et c'est ce départ encore de l'Attitude Era, de cette génération très extrême. Je la garde vraiment toujours très à cœur. Alors moi mon top 2 ce sera l'année 2006 également. L'année 2006 donc comme ce qui a été cité précédemment donc la victoire au Royal Rumble de Rey Mysterio, voilà, donc ça prouvait énormément de choses à l'époque. C'était incroyable pour un homme de cette taille de réaliser cet exploit, d'autant plus lorsqu'il a remporté le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 22. Donc en restant sur WrestleMania 22, voilà un très bon WrestleMania également. 2006, la DX également aussi, grande révélation, comme l'a dit Tom, la rivalité avec les McMahon, voilà, une des rivalités les plus drôles que je n'ai jamais vues de ma vie. C'était hilarant chaque semaine. On ne peut même plus compter le nombre de segments drôles qu'ils ont réalisés. Ça part de l'avion de McMahon en passant par... je saurais même plus vous les citer tellement il y en a. La limousine également. Bref, il y a énormément de segments comme ça qui sont hilarants. Si vous ne les avez jamais vus, je vous les conseille. Euh, et voilà, tout simplement, une très bonne année. Pour mon top 1, j'ai choisi l'année 2002 parce que c'est clairement l'année que j'ai préférée. Voilà, il y a vraiment eu des matchs juste magnifiques, des pay-per-view magnifiques, et surtout ce que je retiens, c'est Triple H et Shawn Michaels. Voilà, qui reste quand même le plus à retenir quoi de cette année pour moi. C'était clairement, voilà, je m'y attendais pas que Triple H fasse ci sur Shawn Michaels et tout ça, et les amplitudes à quoi c'est parti, tout ça, et les stipulations de match quoi. Je sais plus à quel pay-per-view c'était, je crois que c'était à Armageddon, oui c'est ça, à Armageddon, où clairement le match je sais plus comment ça s'appelle, où il y a trois manches,
où c'était clairement peut-être un des matchs les plus, vraiment les plus, pour moi, c'était clairement un match vraiment hardcore et vraiment voilà, j'ai vraiment adoré. C'est un match qui m'a vraiment, vraiment marqué. Alors pour moi, la meilleure année, que pour ma part, c'est l'année 2000. Alors pourquoi l'année 2000? Tout simplement parce que c'est la première année où je regardais le catch. Ça va de soi. À une époque que vous ne connaissez pas, évidemment. C'était l'époque où les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Bah, je vais pas rechanter la chanson. Euh, Sinon, non, alors pourquoi? Parce que cette époque-là, les shows, c'était en 40 minutes, avec un mode décalage. Bon, personnellement, je savais pas. Mais c'était assez drôle. Mais sinon, l'année en elle-même, elle est juste géniale. Il y a des grosses rivalités. Euh, c'est surtout l'ascension d'un homme, c'est Triple H. Non, je suis pas fan de Triple H, c'est pas vrai. Euh, il y avait The Rock, Triple H, Stone Cold, l'Undertaker en American Badass. Vraiment énormément de superstars, énormément de titres aussi défendus. Il y avait le titre européen, le titre intercontinental, le titre par équipe, le titre féminin qui était tout le temps, qui était souvent défendu, mais surtout les titres étaient bien utilisés. Le titre hardcore aussi qui avait déjà sa. Est-ce qu'il y avait déjà ça? Oui, il y avait déjà sa règle 24/7 Non, c'était en 2002. Oh non, c'était avant. avant. C'était avant? Ouais, parce Ouais, qu'il y, y a eu le à règne de WrestleMania Crash Holly. 2000 d'ailleurs un hardcore match comme ça. Donc. Et Ah oui, c'était oui, en avec le effet. règne de Crash Holly où il avait décidé maintenant je défends mon titre Oui. Enfin, sa place. tous les jours, à toutes les heures. Et là, t'as des segments débiles comme Pat Patterson qui est entré dans la chambre, enfin dans l'endroit où Crasholi dormait, et il pose juste son doigt sur son torse, et t'as Rabbit qui fait semblant de tomber, ça fait 2, 3. Et t'avais même je crois que c'était Michael Cole qui faisait Pat Patterson is the new hardcore champion. Bon, ça sert à rien parce que Crasholi l'entendait même pas. Ça, c'est des genres de segments qui me faisaient marrer à l'époque. Tu Et m'étonnes. puis ouais, et puis on était en pleine attitude era à l'époque. Les Monday Night Wars étaient complètement gagnés pour la WWF. Bah oui. À l'époque, parce que la WCW c'était vraiment du gros caca à cette époque-là. Donc ouais, non, pour Alors, je crois beaucoup que de la règle raisons. s'arrête en 2002, si je me trompe pas. Et puisque le titre hardcore disparaît en 2002. Mm. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi l'année 2000 est pour moi ma préférée, parce que c'est ma première année de fan de catch. Et bah, pour la même raison, ma première année et ma première année de fan de catch, en soi, c'est la deuxième, mais c'est là où j'ai vraiment connu une année entière de catch, c'est 2009. Alors, pour toutes les mêmes raisons, c'est pour les Triple H Randy Orton qui m'ont laissé complètement bouche bée avec ce RKO sur Stephanie incroyable, les combats dans la maison d'Orton, ce Jeff Hardy Matt Hardy qui était complètement dingue, avec des retournements de situation qui, pour moi, en tout cas à l'époque, étaient complètement bluffants. Et puis même 2009 sur sa longévité était vraiment, vraiment impressionnant. Elle a un petit peu perdu à la fin de son année, mais je considère vraiment que cette année comme la meilleure parce que c'est celle où j'ai découvert et j'ai vraiment resté devant comme un petit enfant. Alors moi pour mon top 1, donc j'ai pas décidé de mettre une année assez ancienne parce que bien que j'ai vu certains pay-per-view, je ne les ai pas tous vus, j'ai pas suivi le catch à l'époque, donc bon ça serait difficile de juger une année que je n'ai pas vue dans son intégralité. J'ai mis 2008, qui est une année que j'ai très bien connue et qui est pour moi la meilleure que j'ai en tête. Encore une fois, évidemment, ça fait partie des premières que l'on a vues, donc comme nous quatre, donc ça, oui on est bien quatre. Donc ça montre que c'est toujours comme ça, hein. Donc on préfère toujours les années que l'on a connues en premier par rapport à celles qu'on a connues 10 ans plus tard, c'est normal. Qu'est-ce que je retiens de cette année? Donc on a déjà, il n'y a pas un seul pay-per-view que j'effacerai de cette année 2008, vraiment. Il n'y en a pas un que j'ai trouvé dégueulasse sur tous les pay-per-views qui sont déroulés dans l'année. Donc déjà c'est un bon point. Ensuite, on a la rivalité entre Taker et Edge, qui est vraiment une rivalité que moi j'ai kiffé suivre à SmackDown à l'époque, avec Vicky Guerrero, La Familia, etc. C'était vraiment très agréable à suivre. De très bons matchs également dans cette rivalité. On a également WrestleMania 24, voilà, qui avait lieu à Orlando, un très bon pay-per-view, un très bon décor. Bref, c'est des détails, mais voilà, ça compte. Ensuite, on a également eu la rivalité Jericho-Michaels, donc Tom l'a cité tout à l'heure. Également une rivalité très brutale, très impressionnante. J'ajouterai également à cela le couronnement de Jeff Hardy. Voilà, à l'époque, Jeff Hardy, tout le monde voulait le voir champion du monde. Il a galéré pendant des mois et des mois. Les fans ont eu beaucoup d'espoir et à chaque fois, c'était un échec. Il a vraiment eu du mal à avoir ce titre. Et il l'a finalement eu à Armageddon 2008 pour la première fois. Très grand moment d'émotion.
Et pour finir, je vais parler du premier cash de CM Punk en 2008 sur Edge, alors que les deux titres de champion du monde étaient à Raw. Et était à Raw ou à SmackDown? À SmackDown, voilà. Ouais, ouais. Les deux titres étaient à SmackDown. Et grâce au cash de CM Punk, le titre est revenu à Raw. C'était très surprenant. Voilà, voir CM Punk qui était quand même un petit genou à l'époque, hein. Il venait de débarquer il n'y a pas très longtemps. Il sortait de la ECW où il avait fait un règne de champion du monde d'ailleurs. Et le voir champion du monde poids lourd, c'était vraiment très impressionnant à l'époque pour une jeune superstar comme lui. Je pense que j'ai tout dit. Et je pense que nous avons tout dit pour nos top 5 qui, je pense, sont tous très bons. Et ben, Donc, n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos top 5 de vos années favorites à la WWE en commentaire. On se fera un plaisir de les lire et de réagir avec vous sur vos top 5. Nous allons sans plus attendre passer à la prochaine rubrique pardon, j'ai du mal, qui est les questions des fans. C'est parti. Alors cette semaine, j'ai retenu deux questions, tout comme chaque semaine. Donc si jamais vous souhaitez nous poser des questions et que vous souhaitez que nous y répondions durant cette émission, c'est simple, il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux et de nous envoyer vos questions. On les sélectionne et on y répond ensuite lors des prochains podcasts. Alors la première question m'a été posée par Jules qui me demande si Apollo Crews a une chance de devenir un grand lutteur à la WWE. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en vue de son booking actuel, vous pensez que ça peut s'améliorer et que Apollo Crews peut devenir pourquoi pas un jour champion du monde à la WWE dans le roster principal? évidemment, personnellement, moi je trouve qu'il a le potentiel pour le Cruz de devenir un grand. Au niveau de son booking, il a l'air de partir vers une rivalité face à Sheamus, ce qui est pas non plus trop cracra, hein. Il y a pire pour un nouveau que d'affronter Sheamus. Donc, ouais, après, s'il s'en sort bien, s'il font une bonne prestation, il peut très bien déjà devenir champion intermédiaire, il y a possibilité, hein. Champion US ou intercontinental, il a le niveau sur le ring. Niveau micro, on l'a pas trop vu micro, mais je pense qu'il peut être capable de faire des trucs aussi. Donc non, moi personnellement aussi, je suis d'accord sur le fait qu'il pourrait devenir un jour un main eventer, pourquoi pas. Bah, comme tu disais, Axel, si je peux te suivre, tu disais que justement en 2015-2016, c'était l'année où les jeunes talents pourraient faire surface. Et c'est vrai qu'en lui, je vois un Bobby Lashley, pas par son physique, et je vois, je sais pas quel catcheur on pourrait citer, un Neville ou je sais pas quoi au niveau du ring, et je trouve ça juste incroyable, et je pense que ça peut, je dis pas que ça va, mais ça peut être un catcheur qui marque, qui peut marquer. Qui peut marquer la WWE justement parce qu'il est vraiment très polyvalent. Rien que déjà à son physique et à sa technique, je trouve ça vraiment juste incroyable. Et ça peut, voilà, ça peut vraiment être un catcheur qui marque. Et oui, je le vois, on peut le voir en tant que main eventer, mais ça, il faut le voir en fonction des années. Alors pour revenir rapidement sur ce que tu as dit hein, sur euh, Bobby Lashley n'avait pas non plus un super booking, hein. On l'a vu en tant que champion du monde de la ECW, mais à part ça, pour les titres mondiaux de Raw et SmackDown, il a rien fait. Il a eu des chances face à John Cena, je crois, en 2007, Il y a eu et une c'est chance tout. assassinat. Ouais, Sauf que face à j'ai pas American dit. Bash, je crois. Quand j'ai Donc, cité Bashley, c'était par son fils. Bashley, putain. Oh. Ashley, c'est pas Pas terrible. mal, pas Je mal. sais même pas pourquoi j'ai sorti cela. Quand j'ai sorti Lashley, c'était surtout par son physique. Ouais, il lui ressemble beaucoup, c'est vrai. Mais Il du lui point de vue ressemble énormément. du booking, je lui souhaite vraiment un meilleur booking parce que, waouh, Hmm. à part sa rivalité avec les McMahon, Lashley, moi je retiens rien du tout. Si, moi je retiens sur Ren US. Non, je déconne. Et le quatrième match 2006 où il a pas lutté à cause d'enzymes dans son estomac. Ça, c'était la vieille excuse, ils ont sorti pour au moins 4-5 lutteurs ce soir-là. Les bonnes vieilles anecdotes de Tom, qu'est-ce qu'on les aime. Bah oui, Melvin, Je suis très fier de ce que fait Bobby Lashley, très clairement. Mais oui, voilà, c'est qu'il va avoir un règne à la Bobby. Il va avoir, je pense, un truc à la Bobby Lashley. Ce qui est dommage avec ce genre de catcheur très, très talentueux. Après, niveau micro, j'arrive pas vraiment à me rendre compte si vraiment il gère. Mais c'est un catcheur vraiment talentueux. Mais je crains vraiment que ça va. C'est vraiment une copie de Bobby Lashley à 200%. Et que bah, malheureusement, oui, il va peut-être réussir un petit peu. Dans le mid-card peut-être. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il va pas vraiment réussir à faire quelque chose de grand. après Mais je Bobby suis très. Lash. Oui. Ah, vas-y, fini. Excuse-moi. Après, oui, voilà, je pense que ça arrive à être avec Sheamus, c'est vraiment une très bonne chose.
c'est un très bon départ, je trouve, à la fois pour Sheamus, pour, Bobby et pour Apollo. J'aime vraiment pas ce nom, par contre, c'est très dérangeant de dire Apollo. Mais oui, oui, je pense qu'il aura de chance de faire deux, trois trucs très sympas, mais il va très vite se faire oublier, je pense. Après, pour la ressemblance à Bobby Lashley, j'ai envie de dire, Bobby Lashley, malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il s'est blessé au pire des moments, au moment où la WWE avait besoin de lui pour essayer de mener Ventero face à Cena. Malheureusement, il se blesse et il est licencié après. On espère qu'Apollo Crews n'aura pas ce même destin. En tout cas, j'ai Bah, pas beaucoup d'espoir pour lui. voilà, Je pareil. suis honnête. Je pense que vraiment, s'ils ils avaient vraiment un avenir pour lui, qu'ils croyaient vraiment en lui, je pense qu'il lui aurait quand même trouvé un autre booking pour ses débuts, hein. C'est vraiment pas très satisfaisant. Enfin, Ouais, je trouve personnellement. il suffit juste d'attendre. J'ai envie de dire, Ouais. si Hmm, dans un an il se casse toujours la gueule, on pourra le dire que c'est un booking pourri. ouais. Mais qui sait, peut-être que dans un an, il sera peut-être United States Champion et. Ouais, Cena a eu un booking pourri à ses débuts. Ouais. Ah oui, ah non, oui, il a failli battre Kurt Angle et son premier pay-per-view, il a battu Jericho Clean. Hmm, ça Ouais, peut je pense que être. pire. Ouais, c'est pas faux. Donc, tout simplement attendre. Donc, pour l'instant, c'est pas top, mais pourquoi pas? On verra par la suite. On répondra peut-être à cette question d'ailleurs l'année prochaine pour voir l'évolution. C'est ça, dans le podcast 18. 78 Pourquoi 78? Bah, parce que on a compté. plus Ouais, très bien. 52. Voilà. Dans ce cas-là, il fait 76 parce que c'est le podcast 24. Bon, on est censé être des analystes de la W, on n'est pas censé faire des maths, donc faut pas nous en vouloir. On va poursuivre avec une question de Mathéo que j'ai sélectionnée parce que je la trouvais bien en accord avec le sujet de ce podcast 24, à savoir un petit peu bah, le renouveau, le changement d'une ère peut-être, avec cette année 2015 qui, comme on en a parlé avec lui tout à l'heure, nous a un petit peu montré que le renouveau allait arriver dans les années à venir. Et Mathéo justement nous demande qui, selon nous, est actuellement le futur de la WWE. Alors, il y a énormément de jeunes talents qui viennent arriver, mais si l'on doit retenir un seul nom, quel est selon vous la superstar qui est le futur de la WWE dans les prochaines années? Euh, je prends la main. Vas-y. Très bien. Alors, il faut savoir, est-ce que le futur de la WWE, selon la WWE ou selon nous? Selon la WWE, je pense. Bah, c'est Si on selon la prend, WWE et on s'est on déjà en fait quitté, un hein. selon la WWE et un selon nous. Est-ce que, Un seul- on peut faire les deux. Allez, on va faire les deux. Donc, Ouais, on fait les deux. d'abord, parlons de la WWE. Bah, selon la WWE, c'est simple, hein, c'est Roman Reigns. Est-ce que Qu'on vous le veuille ou pensez, non, malheureusement. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Est-ce que la WWE peut changer d'avis en vue des réactions qu'obtient Roman Reigns? Oui. Moi, je pense que ça peut changer. Oui, Non, Vas-y. aussi. pas pour les réactions, pas pour les réactions. Moi, je dis que si Roman Reigns a été autant mis en avant, c'est parce que Rollins s'était blessé. C'est juste pour ça, parce que Roman Reigns s'est fait baiser tout le long de l'année 2015. Parce que c'est pas pour rien qu'ils l'ont pas fait gagner le Money in the Bank, hein. C'est parce que, voilà, quoi, ils voulaient pas faire gagner Roman Reigns. Et bah, malheureusement, Monsieur Rollins s'est blessé et ils voyaient pas d'autres personnes à la tête. C'est pour ça qu'ils ont mis Roman Reigns. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre a fait. Parce qu'ils voulaient perdre le plus de temps pour que le Rollins, pour que le retour de Rollins arrive plus vite parce que justement ils ont mis Sheamus qui prend le titre. Après ils l'ont fait gagner. Après il y a Triple H qui le reprend. Et justement ils ont fait Voilà. exprès, je pense, que pour attendre que Rollins revienne pour que bah, on voie le moins possible Roman Reigns avec ce titre. C'est mon Donc, avis après. au final, Après, ça fait 3 reigns déjà pour Roman Reigns, à un moment donné. Ouais. Mais après, si jamais la WWE a vraiment changé d'avis et ne veut plus de Roman Reigns comme futur, dans ce cas-là, il faut qu'il le fasse, mais tout doucement. Faut pas qu'il fasse ça d'un coup. Faut quand même le remettre un peu en arrière tout doucement, parce que si tu t'arrêtes. Bah, c'est sûr. Après, c'est vrai que Louis, j'avais pas pensé à ça, mais c'est très vrai ce que tu dis. Mais déjà en soi, pour Seth Rollins, je pense déjà qu'il était censé battre le record de CM Punk. Pour moi, il était déjà censé battre le record de CM Punk afin de l'enlever du livre des records. Mais donc déjà en soi, c'était une grosse rupture pour les idées des McMahon. Mais oui, je pense pas, justement, et c'est à ce moment-là que je me dis, bah, je pense pas que du coup Roman Reigns est vraiment le futur de la WWE pour la WWE, parce que justement, c'est Seth Rollins. Parce que il a la qualité catch que la WWE attend, qui est très polyvalente, et la qualité micro qui est, qui est vraiment très bonne,
où t'as un mec qui est quand même à Raw et à SmackDown et qui te fout des speeches et qui te divertit chaque jour. Et je pense que c'est ça qu'ils aiment et c'est pour ça que Seth Rollins, c'est clairement pour la WWE la superstar. Ouais, mais il devait être face quand il veut revenir. Lol. Ah, hashtag lol. Mm. Non, mais tant mieux qu'il ait gardé en heel, autant qu'il continue son boulot comme il aime bien le faire. Il sera face quand il le voudra. Ça se trouve, il sera face. Puis, ça se trouve, tant mieux, parce que ça se trouve, il sera face, puis quelques mois plus tard, il va être blessé à la clavicule et il va devoir faire une retraite anticipée. Oh, le bon pessimisme. Mais est-ce que vous pensez vraiment que celui qui représente l'image de la fédération peut être une superstar détestée de la foule? Est-ce que vous pensez que ça peut être une superstar qui se fait huer à mort, qui peut représenter la fédération? Bah Dans ouais, la WWE, regarde John Cena. Ouais, mais bon, on parle de oui, mais ça pendant maintenant, une mais grosse il y a... partie. Oui, maintenant, oui, c'est devenu beaucoup plus mitigé que ça a été à une époque. Oui, Voilà. voilà. Honnêtement, je sais pas si dans la nouvelle ère, ils vont faire un babyface un peu à la Cena ou je sais pas s'ils vont faire quelque chose. Ce serait probable qu'ils nous fassent justement bah un peu aucun des deux, voilà, un peu Avec la brand bah extension en plus. voilà, je pense soit qu'il y a deux babyface à chaque roster, ce qui peut être probable. C'est pourquoi pas, écoute. D'après les Euh, rumeurs, Reigns et Cena, quoi. voilà, ça va être génial. J'adore ces brand extensions. Mais hon- honnêtement, c'est possible qu'ils aussi ils en fassent pas du tout. C'est-à-dire que bah on arrête ces conneries quoi, qu'on met vraiment un peu tous sur le même pied d'estrade. J'ai jamais pensé que j'allais dire cette phrase, mais je l'ai dit. Mais voilà, je trouve ça vraiment. J'espère en tout cas qu'ils peuvent faire ça, mais bon, je pense pas qu'ils vont le faire, même si. Après Roman Reigns, je le vois vraiment pas image de la fédération parce que la WWE pour moi ne le veut pas comme ça et ils ne le veulent même pas champion. Pourtant, ils essayent. Parce que là, Bah, ils ont essayé de lui retirer le titre beaucoup de fois aussi, hein. Ils l'ont retiré aussi beaucoup de fois, hein. le problème, c'est que depuis ces derniers mois, ils balancent un Roman Reigns à la Cena. Entre les trucs où tu le vois en mode Make-A-Wish, à faire des jolis trucs, à aider les gens, etc. Même sur WWE 2K16, ils nous font chier pour que ça soit un gentil. Euh, il y a juste, j'ai l'impression que du coup, bah, ils ont essayé d'en faire, du coup, ils se sont dit, bah tiens, ça pourrait faire un gentil babyface, du coup, et qu'ils essaient de le garder pour en faire le prochain babyface. Et la WWE, c'est pas du genre à changer d'avis entre-temps, hein. Ils ont eu Batista et John Cena, finalement, bah, ils ont dû faire un choix, et c'était John Cena, et depuis WrestleMania 23, c'est resté John Cena. Puis bon, après, Et- s'ils voulaient vraiment retirer le titre à Roman Reigns, ils l'auraient donné à Styles. Hmm. Ouais, voilà. Je pense que s'il doit avoir un véritable babyface, mais là je parle dans le futur, où vraiment ils en fassent un putain de babyface. Alors, c'est peut-être très con, mais je pense à Finn Balor. Parce que, Intéressant. parce que Finn Balor, malgré son côté très prétentieux qui me pète les burnes, c'est un mec qui est extrêmement adoré par la foule et qui pour l'instant n'a qu'un rôle de face, malgré le nombre de gens qui veulent le voir en mode heel et Bullet Club. Il y a il y a des fortes possibilités que la WWE se dise, bah tiens, on va en profiter, on va le faire un babyface, etc. Au final, il y a beaucoup de possibilités. Personnellement, moi, je l'avais pensé à Sami Zayn. Sami Zayn, c'est possible. Le problème, c'est que, en plus, il a bien le thème, sauf que Sami Zayn, il n'a pas la musculature d'un John Cena. Ouais, et puis il est WWE, roux, Mm. ce qui est pas et mieux. puis, voilà. Pour ça, d'ailleurs, Non mais WWE lui, Allez, France, ça continue. ah non, mais, de toute façon, WWE Fan France, ça peut pas être accepté à cause de ça. mm. Bon, alors maintenant, on a parlé du point de vue W, maintenant on peut parler du point de vue personnel. Quelle devrait être, selon vous, personnellement, l'image de la fédération? The Miz. Non, oh, oh. Bon, alors, je veux bien que ce Objectivement. soit personnel, mais bon, il faut quand même rester un minimum, voilà quoi. Là, et niveau cinéma, c'est vraiment The Miz qui domine, là. Ah bah Ouais. oui. Là, oui, Avec clairement. Naomi. Eh, il a quand même détrôné, il a détrôné John Cena. Bah il y a eu Ted DiBiase aussi, hein. Ouf. Pardon. C'est sûr que c'est marrant de dire ça, mais il faut le rappeler aussi. Honnêtement, si je peux venir à ta question, Axel, moi je vois dans les deux cas la WWE Rollins et pour moi personnellement le Rollins aussi. Parce que pour moi, Rollins, c'est le futur Shawn Michaels. C'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment me marquer. Et voilà, je trouve que pour un heel et pour quelqu'un que apparemment par
les fans lambda n'étaient pas très apprécié. Moi, je trouve que il a vraiment un catch magnifique. Et SummerSlam SummerSlam 2015 est l'exemple idéal pour dire que son catch est tout à fait respectable et honorable. Moi, On va moi, pas je, sortir le truc des fans lambda quand même. Oh. De moi, toute je, façon, il n'y a que des smart. je rejoins Louis tout simplement pour une raison. Est-ce que vous pouvez me citer une autre superstar comme Rollins qui a fait ses débuts dans le roster principal durant ces 5 dernières années, qui a été autant Remise. mise en avant que lui? Ces 5 dernières Euh, années? Ouais. mais après, c'est pas forcément parce qu'il a été mis forcément directement en avant que c'est parce que ça doit être forcément le visage de WWE. Mais Et après, ils forcément, ont. qu'il ait commencé directement dans le main roster, oui, il y a que Seth Rollins. Mais après, j'aurais pu très bien te dire Kevin Owens. Ah, qui a commencé directement dans le main roster? Parce que un mec qui a vraiment débarré sans aucune pression, c'est Kevin Owens aussi. Ouais, mais il a pas été champion du monde. Là, ils ont accordé quand même énormément de confiance à Seth Rollins, qui est quand même très très jeune, en lui donnant le titre de champion du monde. C'est d'ailleurs, je crois, maintenant le plus jeune champion du monde de l'histoire, non? Oui, Oh mais non, un oh non, champion qui n'a jamais c'est pas le gagné plus jeune à champion du la... monde, ça. Non, non, bah non. C'est qui? Mais C'est bah, pas, c'est Randy Orton. c'est toujours Orton, hein. Rollins, Ah il a ouais? Et 30 ans. Rollins, il a 29 ans, oui. Ça paraît Mais pas comme ça, ouais, mais je crois que le titre poids lourd et le titre WWE, c'est pas le même âge en fait, le record. Bah, WWE, c'est Brock Lesnar ils alors. ont combiné. Et Ouais, c'est quel âge? 22, 25. Ah oui, 25. d'accord. J'ai cru voir un record avec Seth Rollins quand il est devenu champion du monde. Je sais plus c'est quoi là. Bah, c'était le premier à utiliser sa mallette. C'est le premier à avoir utilisé la manette à WrestleMania. Ouais, à WrestleMania et durant un match, en Et plein durant un match. match aussi, ouais. Mais il y a pas. Si! Bah oui, mais du coup, je vais spoil la chronique, donc non. Mais j'aurai des choses à dire sur Seth Rollins. Mais sur le coup, qu'est-ce que je veux dire? Bah, je sais plus, donc on peut enchaîner, parce que j'ai oublié. Ok. Faut que je me rappelle. Non, moi aussi, je suis votre avis, hein. Seth Rollins peut faire un très bonne figure. Mais après, bon visage à WWE, mais le problème, c'est qu'il est pas revenu en tant que face, pas bien. Ah, Oh! Non, je plaisante. Il peut très bien avoir un visage à WWE, ah. ça pourrait changer pour une fois. Mm. Et puis, même, ils ont accordé beaucoup de confiance à Seth Rollins, mais Seth Rollins n'a encore pas gagné véritablement à la loyale. C'est vrai. Oh, Eh Ouais, oui, mais et il a petite su chose. vraiment prouver de quoi il était capable aussi. Ouais. oui, Bah après, c'est vrai que sur largement. Mais le c'est ring une et au chose. micro, il est impressionnant. Il Je a rien à pense. dire là-dessus. Au micro, Mais le c'est pire, bien. c'est que ce qu'on aime, moi, ce que j'aime, c'est les catcheurs polyvalents. Et lui, il est hyper bon au micro. Il est ultra bon dans un ring. Honnêtement, je trouve que il a tout pour être un futur. Mais vraiment tout. Puis Ah, mais après, il est fait pour être. après les victoires non clean, ça c'est un trait de heal, ça Ouais, voilà. c'est pas trop Moi grave. je comptabilise pas, mais il y a des gens qui aiment pas trop ça, tu sais. Bah, Mais Après, on part dans du détail aussi, mais là, dernièrement, il a un documentaire sur sa propre vie, sur lui-même, qui est sorti sur le network. C'est quand même pas rien, toutes les superstars n'ont pas ça. Ah oui, sur sa rééducation, il est très intéressant. Ouais. ouais, c'est- bah, du coup, j'avais vu un extrait. Mais oui, d'ailleurs, chose qui m'avait fait beaucoup rigoler, c'est que du coup, dans son dos, les tatouages du coup japonais qu'il a, il y a loyauté, il y a respect, il y a tout ça, et c'est des choses qui ne fait vraiment pas micro, ce qui est très drôle. Mais oui, même chose. Mais après, voilà, c'est aussi, il faut se dire que Seth Rollins, c'est quand même 29 ans, et que bah, est-ce que ça considère quand même que c'est pas aussi dû à son expérience et son âge? Est-ce que vraiment on peut avoir une tête d'affiche parmi les vraiment, vraiment jeunes? Bah, c'est pas trop grave encore ça, les têtes d'affiche jeunes. Ça va encore, je trouve 29 ans. Ouais, mais je Mm. pense pour plus tard. Cena, il Est-ce avait que quel âge à ses débuts? Pareil. Quand Cena est 2002... devenu champion, et quand on Ouais. commence à devenir, Ah, il y avait 27 2006. ans. 27 ans, 28 ans. Quand il est ouais, vraiment à peu près, ouais. devenu très important. Ouais, Du coup, voilà. Ouais, c'est la tu vois, Cena avait 28 ans, Orton, quand il commence à devenir vraiment haut, et enfin, vraiment très haut dans la carte, Beneventer, il avait 27 ans, donc tu sais, De toute ça façon, change d'il y a 20 ans où t'avais Bret Hart qui est devenu champion du monde pour la première fois à 35 piges, quoi. Mm. c'est intéressant. Mais ouais. Dans tous les cas, bah, tout le monde, je pense, est pratiquement d'accord sur le fait que ça soit Seth Rollins. Et honnêtement, hors, hors gimmick, hors gimmick, hors son attitude sur un ring, etc., tu peux trouver personne qui ait des choses à reprocher à Seth Rollins, très clairement. Roman Il a les Reigns, cheveux peut-être. bicolores. Il a les cheveux bicolores.
Non, plus maintenant. Plus Et je suis Ah oui, maintenant. très c'est vrai déçu. qu'il a plus les cheveux bicolores, ouais. Et Je je suis trouve ça vachement moins déçu. choquant déjà. Non, je trouve ça moins choquant. Ce n'est plus Ah la version non, masculine de Caitlyn. mais À non, voir mais que c'est c'est Caitlyn vachement la version stylé. masculine de Seth Rollins, ça on sait pas trop. Mais non, c'était très bien, ça lui donnait un petit air, j'aimais beaucoup, moi, j'adorais. J'aimais très bien. Bah, honnêtement, moi ça me choque pas qu'ils l'ont enlevé. Ah, moi, ça m'a pas choqué tout de suite, puis quand j'ai vu, je me suis indigné. Je me suis dit, putain, il va devenir face. Elle va devenir Bah, pas du face. tout. En fait, ils se reteint les cheveux et c'est bon, et puis il devient face. Oh mon dieu! Et, Ah, et c'est clair, d'ailleurs, hein. C'est pas la bonne couleur, C'est quoi le rapport? ju- justement. Vas-y, lui. je disais justement, surtout sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, j'étais vachement surpris par la réaction de tes abonnés et des gens qui regardent le catch sur l'arrivée de Rollins, comme quoi ils auraient dû le mettre face, comme quoi ils auraient dû le mettre face, quoi. Ah, beaucoup de gens le pensent, Bah, beaucoup moi, de gens le j'étais du pensent. même avis, hein. Il aurait dû revenir en face. Mais, Ouais, mais mais voilà, comme le dit Attendez, Tom, soyez après, patient. c'est parce qu'on voulait ça, mais après, moi, je suis pas déçu de le voir heal, hein. Voilà, je pensais qu'ils allaient le faire revenir Voilà. face en vue de bah voilà, l'ovation qu'il a reçue de la foule, mais au contraire, justement, c'est très choquant. Il reçoit une ovation et il en a rien à foutre de ses fans, et voilà. Qui Donc, sait, peut-être qu'on aura un double turn à Money in the Bank, vous ne le verrez pas venir, hein. Qui sait? Et voilà. double turn. Triple H revient et va aider Roman Reigns à battre Seth Rollins. On va dire You sold out, you Tout comme sold Big out. Show, donc à No Way Out 2008, comme nous avait signalé Tom. Ah oui, Big Show et son triple turn. Oh, magnifique lui. Bien sûr. Ah, il est pro Et dans ce là, il a domaine, fait le un Big peu la Show, il est même sur le imbattable. Versus. Bon, je pense qu'on a quand même bien débattu, hein, sur la question de Matteo. C'est Donc, bien bah, sympa. je pense qu'on peut passer à la suite et donc à la merveilleuse chronique que nous a préparée Melvin sur les Money in the Bank. Tu es prêt, Melvin? Je suis parfaitement prêt. Eh bien, c'est parti, la chronique de la semaine. Le monde est injuste, le monde est très injuste. Du coup, je sais pas si je vais vraiment faire cette partie, c'est vraiment un chier. C'est des statistiques sympathiques. Les statistiques de Melvin. Bienvenue dans les statistiques sympathiques de Melvin, la chronique avec le meilleur nom de chronique ever. Et bientôt, c'est le show le plus au sommet de tous, avec le match de l'après-gloire où des gars comme Damien Sandow ont eu un billet en première place pour l'or, avant de se retrouver dans un Malaysia Airlines dans l'océan. Vous avez compris, on va parler du Money in the Bank ladder match. And his name is John C. Pouvoir, force, agité, risque, blessure, opportunisme et rêve brisé, c'est ce soir, dans Statistic in the Bank. Tout d'abord, il y a eu 13 Money in the Bank ladder match, dont 3 en 2010 qui ont offert une mallette à Jack Swagger à WrestleMania 26, à The Miz et à Kane à la première édition du pay-per-view Money in the Bank. Ha! Quelle originalité, j'adore! 3 récits de titres d'ailleurs qui ont brisé les règnes de Chris Jericho, Randy Orton et Rey Mysterio. Cette mallette a eu à 2 reprises 2 fois le même détendeur. CM Punk pour ses 2 victoires d'affilée qui sont très connues, et Edge qui après avoir remporté la toute première mallette, finit par prendre celle de Kennedy dans un combat à la loyale où elle était mise en jeu. Tout ça, un mois après WrestleMania 23. Mais ce match, c'est avant tout un grand rendez-vous auquel certains viennent très souvent. Le plus gros nombre de participations reviennent à Christian, Kane et Kofi Kingston avec 6 participations chacune. Seul Kane réussira à avoir une mallette en 6 matchs en tout cas. Shelton Benjamin, lui, a participé à 5 matchs, sans aucune victoire non plus. Et ces 4-là ont participé au tout premier Money in the Bank ladder match. Et de nombreux superstars n'ont participé qu'une seule fois à cet incroyable match, mais seuls deux ont réussi en 100% de victoire à Money in the Bank. John Cena en 2012 avec une victoire au cash-in, mais par disqualification, et Seth Rollins avec son coup de poker à WrestleMania 31, première superstar à utiliser la mallette en plein match et à WrestleMania. Et cette mallette est un vrai cauchemar pour un champion. John Cena en a été victime à 3 reprises, dont les 2 premières utilisations de la mallette. Par Edge, après avoir conservé son titre dans un Elimination Chamber match pendant 31 minutes, et Aaron Van Damme dans un match simple grâce à une intervention d'Edge. CM Punk, lui, devra faire face à Mr. Money in the Bank à 2 reprises en moins d'1 an. Une fois par Alberto Del Rio à SummerSlam 2011, qui perd suite à une attaque de Kevin Nash, et en juillet 2012 à Raw, face à Cena, qu'il perd par disqualification. D'ailleurs, le dernier contrat de la banque est resté aux mains de Sheamus pendant 161 jours. Mais certains, comme Kane, n'attendent même pas la fin du show pour utiliser, ne l'ayant gardé qu'une seule heure. Edge d'ailleurs a eu 2 utilisations très différentes de la mallette. Il utilisera une fois le lendemain de sa victoire face à Kennedy pour la mallette, mais la première est une détention de la mallette de 280 jours,
juste devant les 273 jours de Rollins et les 267 jours de Ziggler. Un record. Malheureusement, les règnes de champion ultime des Mr. Money in the Bank durent rarement. Le tout premier règne fut pour Edge et ne durera que 21 jours, le plus court de tous les règnes de Mr. MITV. Mais le second, celui de Rob Van Dam, ne durera que 22 jours. En 2 ans seulement, 43 jours de règne pour les héros du Money in the Bank. Et c'était la malchance WrestleMania, puisque tous les Money in the Bank se déroulant à WrestleMania ont obtenu des Mr. Money in the Bank avec moins de 80 jours de règne. Le plus grand étant celui de Jack Swagger avec 79 jours de règne au tout dernier Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania. Les deux règnes d'Edge comptabilisent 91 jours et ceux de Punk 118 jours seulement. C'est la première édition du pay-per-view Money in the Bank qui proposera les meilleurs règnes de champion. Kane restera champion 154 jours et The Miz 160. Deux des plus gros règnes de Mr. Money in the Bank juste derrière Rollins avec ses 221 jours de règne, soit 200 jours de plus que celui du premier Mr. Money in the Bank, et 199 jours de plus que celui de l'année dernière, Sheamus. En moyenne, le règne de champion de Mr. Money in the Bank dure que 85 jours, soit moins d'un quart d'une année. Donc pour conclure, statistiquement, est-ce que ce Money in the Bank Ladder Match offrira-t-il un nouveau champion ? Tout d'abord, en 15 superstars en 10 ans, on a couronné 13 champions pour une durée minimum de 3 semaines. Le cash se fait très variable, pouvant se faire à Raw, SmackDown, mais également toutes sortes de pay-per-view, puisque seul SummerSlam a connu plus d'un cash. Du point de vue des superstars, la plus jeune des superstars est Dean Ambrose, 30 ans. Malgré le nom de la nouvelle ère, c'est des vétérans du catch qui s'affrontent, notamment pour Chris Jericho, qui est présent à la WWE depuis 1999 et qui va participer à sa 5e participation à Money in the Bank Ladder Match. Money in the Bank Ladder Match qu'il a créé de ses propres mains. Donc c'est clairement le plus expérimenté de tous et celui qui saura le mieux y faire. Mais Alberto Del Rio, qui n'a participé qu'à 2 matchs du genre, en a gagné un. Et c'est d'ailleurs le seul avec Jericho à avoir détenu un titre ultime. Ambrose et Cesaro ont déjà participé à un Money in the Bank Ladder Match, alors que les amis et ennemis Zayn et Owens en seront à leur première. Dans tous les cas, ce combat sera très vaste. L'expérience ne sera qu'un atout mineur étant donné que tous ont de très bonnes connaissances des échelles. Tout ce genre prise de risque et l'opportunisme. Sachant qu'il y a un an, certains se battaient pour le titre ultime, d'autres affrontaient John Cena, et le reste était soit blessé, autre part, ou simplement de réel américain. Il n'y a qu'une chose à dire, les statistiques préviennent, les actes concluent. Eh ben écoute, bravo Melvin, bravo pour cette chronique qui je pense a dû te demander beaucoup de recherche et beaucoup de travail, avec un magnifique montage vidéo de ta part. Merci beaucoup, je suis très fier du montage vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à écrire, à chercher et à monter. Ça a été beaucoup plus loin à faire que ce qu'on peut croire, malgré les images. En effet, bon. Louis et Tom, qu'est-ce que vous en pensez? Bravo. C'est très intéressant. Les illustrations sont juste magnifiques. Je pense qu'on Je est dis, d'accord. C'est la meilleure chronique, elle mérite toutes les ceintures. Et je pense que cette phrase-là, on va l'avoir toutes les semaines, hein, parce que toutes les Et semaines, on la honnêtement- sort. Donc, Honnêtement, Melvin, je sais pas comment t'as fait, mais franchement, je trouve que t'as bien arrangé ta coupe de cheveux sur la vidéo. Oh, faut pas dire ça. Faut tellement pas dire ça. Oh là là. Bon, et bah c'est ainsi que va s'achever ce podcast numéro 24. Merci à vous de l'avoir suivi. On attend vraiment vos avis dans les commentaires. Je tiens à faire une petite parenthèse et à vraiment vous remercier parce que vous avez vraiment l'air d'apprécier le nouveau format que prend le podcast et le nouveau format que prend la chaîne en général. Les nouvelles émissions au format hebdomadaire comme ça ont l'air vraiment de vous plaire. Donc on est vraiment très content de voilà la direction que prend la chaîne et du fait que ça vous plaise. Donc un grand merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est vraiment important. Ça nous aide énormément. Donc voilà, n'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Votre aide est la bienvenue. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, cher chroniqueur? C'est Rollins. Melvin, Monnaie. Tom. C'est cool. Voilà, c'est très original. Bon, et ben moi je vais vous dire merci à tous et on se retrouve donc mardi prochain pour le prochain podcast. Et d'ici là, bien sûr, entre temps, on se retrouvera dimanche soir pour le Weekly Wrestling Rewind présenté par Tom. Allez, bye tout le monde. Ouais. Salutations. Hey, salut. Au